Bonjour à tous. Donc, il me revient la lourde charge de vous parler de contrôle et de vous parler de contrôle avec une vision un peu nouvelle. C'est les contrôles que nous venons de mettre en place dans le cadre des priorités de supervision qui ont été annoncées ce matin par le président, qui ont été rappelées ce matin par le président. Je vous rappelle que lorsque le président Oefel est arrivé, il a eu à cœur de mettre en place un nouveau plan stratégique qui a été rendu public en début d'année. Dans ce plan stratégique figure un certain nombre d'axes prioritaires. Bon, je ne vais pas revenir sur les 4 principaux axes. Un de ces axes, et c'est assez naturel compte tenu de l'évolution actuelle et de la mise en place du vote du Brexit, c'est bien sûr l'attractivité de la place de Paris et l'accompagnement des acteurs de telle sorte de favoriser cette attractivité. Un des axes majeurs de ce plan stratégique, c'est le renforcement de la supervision. Le renforcement de la supervision, c'est assez logique. Ça s'exprime par le fait que, que depuis 3-4 ans, nous n'avons, à la fois à l'AMF et dans vos maisons, nous avons passé l'essentiel de notre temps à transposer des textes, mettre en place des textes, des procédures, et finalement nous avons un peu perdu de vue tout ce qui a trait à l'accompagnement des acteurs et au suivi des pratiques professionnelles. Et donc il était essentiel de rétablir cet axe et de renforcer cet axe de supervision. La supervision, pour nous, c'est d'abord un ensemble qui est constitué des équipes de suivi de l'AMF, principalement pour les sociétés de gestion RCCI que vous êtes, c'est la direction de la gestion d'actifs. Pour les autres prestataires de services d'investissement, c'est la direction des marchés. Donc tout ça forme le suivi. Vous avez des interlocuteurs, des chargés d'affaires, des chargés de dossiers. Mais le contrôle doit être aussi un des outils qui assure la supervision. Et le contrôle ne doit pas être uniquement un contrôle répressif. Et c'est ça qui est un axe majeur, qui est un axe essentiel de ce plan stratégique et de ce renfort de la supervision. Alors, nous avons pour cela mis en place et développé un nouvel outil qui est un outil de contrôle court sur lequel je vais revenir dans les slides suivantes, qui va avoir pour objectif de couvrir un nombre plus important d'acteurs sans pour autant alourdir notre charge de travail, puisque l'objectif est de travailler à isopérimètre, donc avec des moyens équivalents à ceux qui étaient en place jusqu'à présent. Donc, nous n'augmentons pas les effectifs de contrôleurs, mais nous avons pour objectif de couvrir une population plus grande. Et l'objectif également est de renforcer le rôle préventif, et ça c'est très important, et la connaissance de la réalité du terrain. Alors, à côté de ces contrôles thématiques sur lesquels je vais revenir, nous poursuivons nos contrôles classiques qui, comme vous le savez, demandent des investigations beaucoup plus poussées. Ce sont des contrôles qui ont pour objectif à la fois d'aller regarder ce qui se passe chez les acteurs de taille importante, ce qu'on appelle pour nous les acteurs Tier 1. Ces acteurs, nous n'avons pas encore, nous sommes en train de travailler, pour tout vous dire, sur une liste d'acteurs Tier 1. Il est pour nous essentiel que des acteurs qui gèrent plusieurs dizaines de milliards d'euros soient vus, si je puis dire, par les services de l'AMF et par les services de contrôle avec une fréquence régulière et
Il n'est pas acceptable qu'un acteur qui gérerait 20 à 30 milliards d'encours sous gestion n'ait pas, si je puis dire, subi une mission d'inspection au cours des 5 dernières années. Donc les acteurs Tier 1 sont une cible importante pour nos contrôles classiques. Ça n'est pas la seule, puisque nous avons aussi l'autre volet, qui est le volet des alertes. Nous avons tous les jours un certain nombre d'alertes que nous recevons à la fois de l'intérieur, mais également d'autres autorités, autorités nationales, mais également autorités étrangères. Et nous étudions toutes ces alertes, et ces alertes contribuent à l'ouverture de missions de contrôle classiques. Ces missions de contrôle classiques, comme vous le savez, donnent lieu à des moyens importants, puisque nous allouons une grande partie de nos moyens de contrôle à ces missions. Pour autant, nous souhaitons, et nous avons déjà communiqué dessus, revoir un petit peu le formalisme de ces contrôles, et notamment alléger certains actes qui sont faits dans les contrôles classiques, notamment les actes au moment des restitutions de constats, qui maintenant sont possibles sous forme d'entretien et pas uniquement sous forme d'audition, et ces entretiens pouvant se dérouler dans les locaux de la société, ce qui donne une facilité supplémentaire et permet un contact sans doute favorisé avec les équipes de contrôle. Enfin, nous souhaitons maintenant plus systématiquement mettre en avant les bonnes pratiques que nous avons constatées lors d'un contrôle chez un prestataire, puisque jusqu'à présent, le rapport de contrôle, et d'ailleurs le texte nous dit la chose ainsi, mettait en avant plus exactement les pratiques à améliorer sur lesquelles des manquements potentiels existaient. Maintenant, d'ores et déjà, et nous l'avons indiqué dans la mise à jour de notre charte des contrôles qui a été donc mise à jour en octobre 2017, nous mettrons en avant les bonnes pratiques identifiées. Alors, les priorités de supervision, c'est un document que vous trouvez sur le site de l'AMF. C'est un document important parce que pour la première fois, nous déclinons ces priorités, nos priorités pour l'année en cours. Donc nous avons, le président en janvier, lors de ses vœux, a indiqué à la place quelles étaient nos priorités de supervision. Ces priorités vont être à la fois conduites en contrôle, sous la forme de contrôle thématique court, et en suivi. Alors, c'est une démarche a priori puisque, comme je le disais, ces priorités seront à présent annoncées chaque année. Elles concernent à la fois le suivi et le contrôle, et elles portent sur des zones identifiées. Cette annonce, dans notre esprit, va vous permettre d'accroître votre vigilance sur les thématiques données que nous annonçons. Donc pour 2018, nous avons annoncé que nous entretiendrons et que nous mettrons en œuvre des campagnes de contrôle thématique sur 7 domaines en réalité. S'agissant des sociétés de gestion, nous avons lancé en janvier une campagne sur les fonds propres. Nous lançons à partir de la fin du mois de mars une campagne sur la valorisation des actifs. Alors, la valorisation des actifs, là, en l'occurrence, il s'agit d'actifs non cotés. Ce ne sont ni des actifs complexes sur cette campagne, ni même la valorisation de fonds monétaires, qui est un point important, on l'a vu. Ça sera fait par ailleurs notamment sur des contrôles classiques. Nous verrons la question des CTT, des cessions temporaires de titres, qui est pour nous une question essentielle. Et pour les acteurs qui se livrent à ces pratiques de marché, nous verrons
si les procédures sont en place et quel est le mode de fonctionnement de ces CTT. Et bien sûr, nous en avons déjà beaucoup parlé, nous regarderons chez les acteurs quelles sont les bonnes et les moins bonnes pratiques en matière de gestion ISR. Alors, du côté des autres prestataires de services d'investissement, nous allons mettre en place 2 campagnes thématiques sur le thème de la gestion sous mandat. La gestion sous mandat, c'est un thème très important pour nous. D'ailleurs, nous les mettons en œuvre en 2018 du côté des autres prestataires de services d'investissement, mais nous verrons ce thème, et nous le voyons d'ailleurs en contrôle classique très régulièrement, du côté société de gestion au cours des mois et des mois qui viennent. Donc gestion sous mandat à travers la conformité du mandat de gestion chez les autres prestataires de services d'investissement, ce sera un des thèmes thématiques de 2018. Et le deuxième thème qui est en cours de réflexion, si je puis dire, sera probablement sur les outils de gestion des risques dans les mandats. Mais nous avons encore des débats sur ce deuxième thème. Donc, de toute façon, la gestion sous mandat ne démarrera pas probablement avant mai 2018 et le deuxième gestion sous mandat probablement en juin 2018. Et nous avons, sur les autres prestataires de services d'investissement, nous avons lancé il y a un mois une campagne sur le thème du recueil des connaissances et de l'expérience des clients, à la fois sous l'angle MIF1, mais bien sûr, nous regardons évidemment tout ce qui relève de MIF2. Alors, ça, c'est sur l'aspect contrôle thématique. Mais il y a l'aspect suivi qui est également concerné. Les priorités de supervision du suivi en 2018, en tout cas telles qu'elles ont été annoncées en début de l'année, portent sur les stress tests, côté société de gestion, mais également, et ça ne vous étonnera pas, sur MIF2 et PRIPS, sur EMIR, sur la question du reporting des transactions et sur la détection des opérations suspectes. Alors, nous communiquons et nous avons communiqué donc a priori sur ces priorités 2018. Nous communiquerons en fin d'année 2018, lorsque les contrôles thématiques auront été menés à bien, sur les enseignements que nous avons retirés de ces contrôles thématiques et les actions de supervision qu'il y a lieu de mettre en œuvre. Nous ferons cette communication à la fois sur les bonnes et les mauvaises pratiques que nous aurons observées. Et pour nous, à travers cette communication, ça sera l'occasion de renforcer les échanges avec les dirigeants et les responsables des lignes métiers. Alors, j'ai parlé de ces contrôles thématiques. C'est un point extrêmement important. Ça nous a demandé beaucoup de travail de mettre en place ce nouveau processus. L'objectif de ces missions thématiques, c'est qu'elles soient menées en parallèle auprès de plusieurs acteurs. Alors, dans les campagnes 2018, les 7 campagnes dont j'ai parlé, ce sont des missions qui sont lancées simultanément auprès de 5 acteurs et qui sont conduites par une même mission de contrôle, par une même équipe, où le chef de mission et le co-inspecteur alternent selon la mission. L'objectif, comme je le disais, c'est de parfaire les connaissances que nous avons des pratiques des acteurs, de comparer et de tirer des enseignements sur les pratiques et les modalités de mise en œuvre de la réglementation, et bien sûr, comme je le disais, de publier à des fins pédagogiques les bonnes et les mauvaises pratiques que nous avons observées. Ce sont, et c'est un point essentiel, ce sont des contrôles à visée non répressive. En d'autres termes, on parle de contrôle, mais les anglo-saxons, si on faisait un parallèle, parleraient de revue. C'est donc quelque chose qui n'a pas vocation à avoir des suites répressives. Alors nous avons trouvé un nom pour ces contrôles.
c'est le mot spot, hein, qui veut bien dire, qui résume à notre sens assez bien ce que nous avons, la philosophie, ce que nous avons en tête et la philosophie de ces contrôles. Spot pour supervision des pratiques opérationnelles et thématiques. Alors le déroulement de ces contrôles spot, et ça c'est très important et c'est le message que je voudrais vous faire passer, c'est que pour pouvoir atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, il est très important qu'il y ait un séquencement extrêmement rapide de ces campagnes de contrôle. Et donc nous avons mis en place un processus qui est très structuré, mais qui est très contraint, en temps. Une fois que les 5 ordres de mission sont signés sur le thème concerné par le secrétaire général, l'équipe de contrôle, le binôme de contrôle démarre tout de suite son thème par un premier contact téléphonique en informant les dirigeants de l'ouverture de la mission. Immédiatement, un premier rendez-vous est organisé avec l'entité contrôlée et tous les échanges vont se faire par mail afin de justement gagner un maximum de temps. Et nous attendons bien sûr des prestataires qui seront contrôlés, qui seront revus plus exactement, une réactivité très forte et des réponses au fil de l'eau et au maximum sous 8 jours, dans la mesure où tout ça se passera et se passe par messagerie électronique. On aura une première visite, et on a une première visite sur place qui se fait immédiatement, avec la réponse aux interrogations de l'entité contrôlée, la présentation par l'entité contrôlée de son organisation et de son dispositif, et par la mission de contrôle, la présentation du calendrier indicatif de la mission. Nous analysons les documents qui nous sont remis. Très vite, une deuxième visite sur place est organisée et les investigations sont menées par les contrôleurs. Enfin, très rapidement, puisque par mission, nous consacrerons 20 ETP, et donc pour une campagne de 5 missions, ça fait 100 ETP, c'est-à-dire c'est un format extrêmement contraint. Donc très rapidement, nous présenterons les constats à l'entité contrôlée par le biais d'entretiens avec les dirigeants dans les locaux de l'entité. Nous enverrons, et c'est un point important, justement pour avoir le maximum de réactivité et de fluidité avec les entités contrôlées, nous enverrons au préalable le projet de tableau des constats par mail quelques jours avant l'entretien. Et donc justement, cet entretien permettra aux dirigeants de l'entité de préciser et d'ajuster éventuellement les constats qui seront faits par la mission. Enfin, nous enverrons le rapport de contrôle à l'entité avec un format très allégé. Ce rapport sera envoyé et est envoyé par mail. Et nous attendrons, et ça c'est un point vraiment très important sur ce format de contrôle, sur ces spots, nous attendons des observations au rapport sous 10 jours. Je précise que nous n'accorderons pas de délai supplémentaire. Il s'agit, je le redis, de missions qui sont des revues thématiques qui n'ont pas a priori vocation répressive. Donc, nous n'accorderons pas de délai supplémentaire à ces 10 jours pour que les établissements répondent au projet de tableau de constat, de telle sorte que le thème en question puisse être conduit dans un délai global qui soit le plus court possible. Et nous enverrons une lettre de suite, voire une lettre de clôture si aucune suite n'est envisagée. Cette lettre de suite sera envoyée par courrier, contrairement aux autres documents. Alors un mot sur le rapport de contrôle. Le rapport de contrôle, comme je l'ai dit, sera un rapport avec un format extrêmement allégé, puisque
en réalité, il aura trois aspects. D'une part, une synthèse des constats d'environ 2 pages. D'autre part, une présentation de l'entité sous la forme d'un tableau synthétique. Et enfin, un tableau des constats qui servira de support aux observations de l'entité, ce tableau des constats faisant entre 12 et 15 pages, et figureront les constats de la mission avec les bonnes et les mauvaises pratiques. Donc, comme je l'ai dit, tous les documents seront transmis par mail, à la fois le tableau des constats préalablement à l'entretien de restitution, l'envoi de rapports de contrôle aux dirigeants et l'envoi des observations par le prestataire au contrôleur. La lettre de suite sera très simplifiée par rapport à ce que vous avez l'habitude d'avoir pour ceux qui ont eu un contrôle dernièrement. Souvent, les lettres de suite sont des lettres très, très détaillées sur lesquelles on vous demande une remédiation très fine sur un certain nombre de points. Là, ces lettres de suite seront simplifiées. Donc, comme vous le savez, il n'y a pas de délai réglementaire pour l'envoi d'un rapport, mais notre objectif, puisque ces contrôles, ces campagnes thématiques, pour qu'elles soient efficaces, doivent se dérouler dans un temps très contraint. Notre objectif, c'est qu'entre l'établissement des ordres de mission et l'envoi du rapport, il ne s'écoule que 4 mois. 4 mois pour l'ensemble du thème, pour les 5 contrôles qui auront été menés simultanément. Je rappelle que pour un contrôle classique, en moyenne, entre l'établissement de l'ordre de mission et l'envoi du rapport, s'écoule 8 mois, donc 2 fois plus. Et nous sommes également fixés pour objectif que l'ensemble du déroulement du contrôle de l'ordre de mission jusqu'à l'envoi de la lettre de suite ou de la lettre de clôture n'excède pas 7 mois. Alors pour pouvoir atteindre cet objectif qui est très ambitieux, il faut que les visites sur place soient organisées très rapidement et il faut bien sûr, je le redis, une transmission rapide et fluide de tous les documents qui sont demandés. Sans cela, nous n'y arriverons pas. Et il est impératif d'envoyer sans retard vos observations au rapport. Donc sans retard, c'est dans un délai contraint de 10 jours. Il est important de respecter ces délais puisque je vous rappelle que nous lançons simultanément plusieurs contrôles au sein d'une campagne et il serait pour le moins dommageable qu'un prestataire ralentisse l'ensemble d'un thème et donc nous demandons à chacun de répondre et de faire ses meilleures diligences pour répondre dans les délais. Si on regarde la représentation graphique du déroulement de ces spots entre l'ordre de mission et l'envoi du rapport, donc la partie en jaune sur le graphique, c'est-à-dire la partie, si je puis dire, investigation, a vocation à être encadrée en 4 mois. La partie traitement des suites, 3 mois, et la partie publication de la synthèse en 2-3 mois. C'est-à-dire que entre l'ouverture des missions et la communication que nous ferons sur l'enseignement, les enseignements de ces missions, s'écoulera au maximum 9 mois. Donc les enseignements de ces contrôles, comme je l'ai dit, nous reviendrons vers vous et nous communiquerons sur les bonnes et les mauvaises pratiques que nous aurons observées. Nous, à l'occasion de ces bonnes et mauvaises pratiques, nous préciserons, le cas échéant, si une doctrine existe, nous y ferons référence dans la communication qui sera faite. Le cas échéant, nous passerons, si je puis dire, la balle à nos collègues du suivi qui travailleront sur la réflexion, une mise en place d'une doctrine ou d'une communication sur les pratiques à améliorer. Et bien sûr, nous prendrons en compte
les autres pratiques mises en œuvre au sein de l'Union ou via des fonds de droit étranger. Alors, comment tout ça va s'articuler avec les contrôles classiques? Ce sont deux choses totalement différentes, j'insiste là-dessus. Les spots sont des revues, les contrôles classiques ont, eux, une vocation davantage répressive, même si tous les contrôles classiques ne sont pas répressifs. Je précise que cette année, en 2017, nous aurons lancé 45 contrôles, qui est une année, si je puis dire, importante, parce qu'habituellement, nous faisions entre 38 et 42 contrôles. Sur ces 45 contrôles, 19 ont donné lieu à notification de grief, c'est-à-dire en réalité 40%. Et habituellement, chaque année, entre un tiers et la moitié de nos contrôles donnent lieu à notification de grief. Ça veut dire que plus de la moitié, habituellement 60%, 2 tiers de nos contrôles, donnent lieu à l'établissement de lettres de suite, de simples lettres de suite, dans lesquelles nous demandons une remédiation. Et c'est avec le chargé d'affaires, votre chargé de dossier à l'AMF, que vous allez gérer la remédiation qui vous est demandée. Alors comment, et j'en finirai avec ça, comment ça va se répartir au niveau de la volumétrie? Notre objectif, comme le président l'avait rappelé lors de ses vœux à la place, c'est de faire davantage de contrôles, mais moins répressifs. Notre objectif en 2018, c'est de faire une soixantaine de contrôles, dont une moitié resteront des contrôles classiques, pour partie des contrôles Tier 1, pour partie des contrôles sur alerte, et une autre moitié seront des revues, des contrôles spot, donc environ une trentaine de contrôles spot. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je voudrais maintenant introduire la communication suivante et introduire Madame Marie-Hélène Trick, qui est la présidente de la commission des sanctions, et Monsieur Jean Garéminck, qui est le président de la deuxième section de la commission des sanctions, qui vont vous parler des décisions de cette commission des sanctions en 2017 et de cette jurisprudence, et de Madame Anne Maréchal, qui est la directrice des affaires juridiques de l'AMF, qui parlera, elle, plus particulièrement des transactions.